Salut tout le monde, bienvenue au podcast Pourquoi tu cours? J'espère que vous allez bien. Édition spéciale aujourd'hui. On parle de l'héritage des Jeux olympiques de Montréal de 1976 à travers diverses anecdotes avec Benoît Leduc, qui est un pionnier de l'athlétisme au Québec, entraîneur pendant de nombreuses années. Il était sur le terrain en 1976 pour nous en parler. Et on reçoit aussi Marie-Héloïse Leclerc, qui est une sprinteuse professionnelle de l'équipe canadienne, qui était aux Jeux à Paris pour nous parler de son expérience. Les deux ont vraiment eu une chimie extraordinaire. Ça a laissé place à une très belle discussion. Je vous souhaite un excellent podcast. Marie-Héloïse, Benoît, bienvenue sur le podcast Pourquoi tu cours? Je suis vraiment très contente de vous recevoir. Vous allez bien? Oui, merci de nous avoir invités. Oui. Donc, c'est une édition spéciale pour les 50 ans des Jeux olympiques de Montréal. Et je trouve qu'on a deux personnes exceptionnelles pour parler de ça. Donc, tu es sprinteuse professionnelle sur l'équipe nationale canadienne présentement et tu cours sur, à chaque jour, tu t'entraînes sur la piste Ben Leduc, Benoît Leduc que voici. Ça va bien? Ça va très bien. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que Marie-Héloïse s'entraîne sur la piste qui a été mise à votre honneur? Ben écoutez, parce que à côté de la piste, il y a l'école aussi où j'ai enseigné pendant 35 ans. Donc, j'en ai entraîné beaucoup sur cette piste-là aussi. Et lorsque j'ai pris ma retraite, la ville de Saint-Laurent a décidé de nommer ça en mon nom. Donc, la Saint-Laurent Select, le club avec lequel elle fait partie, c'est deux de mes anciens athlètes qui ont fondé ce club-là. Donc, ils se sont entraînés sur cette piste-là. Et puis, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'au moins, il y a de la suite dans les idées. On n'a pas... on a planté une germe et ça a fait d'autres choses. Puis, je suis content, moi, que les athlètes s'épanouissent. C'est juste ça que je demande. Est-ce que toi, Marie-Héloïse, quand tu t'entraînes là-dessus, est-ce que tu avais en tête qui était Ben Leduc, Benoît? Pas vraiment. Moi, ça fait seulement 2 ou 3 ans que je suis avec le club Saint-Laurent Select, puis je viens même pas de Montréal. Là. J'ai grandi sur la Rive-Sud, donc je me suis un peu attachée à cet univers-là récemment, puis ensuite d'un peu comprendre par la suite, une fois que j'avais déjà commencé à m'entraîner, je suis déjà partie du club, mais de justement rencontrer Benoît. Ouais. À différents moments, puis d'un peu connecter les points ensemble. Je pense que l'année dernière, on s'était rencontrés à un gala d'athlétisme du Québec qui m'avait remis un prix. Puis là, moi, j'avais c'est vrai? Il l'introduisait comme Ben Leduc, puis là, j'étais comme la piste où je m'entraîne, mais je trouve que c'est le fun aussi de, tu sais, comme il dit, lui, il a entraîné pendant des années avant que la piste soit nommée à son nom. Fait que c'est comme la cerise sur le sundae après une belle carrière. Puis moi, je peux récolter les bienfaits de cette belle carrière-là, justement, à la piste. Oui, tu as participé aux Jeux olympiques de Paris en 2024. Évidemment, tu n'étais pas là en 76. Non. Est-ce que quand même tu sens les retombées de tout ça? Ben oui, je pense que justement, en grandissant, tu sais, j'ai dit, je viens pas de Montréal, mais quand même, la Rive-Sud, c'est proche de Montréal. Je suis allée au cégep de Maisonneuve, juste en face du stade olympique. Donc, c'est quelque chose qui a toujours été un peu dans mon univers. Donc là, étant olympienne, moi, maintenant, oui, comme une fois, encore une sorte de connecter les points, je peux voir comme un peu me mettre dans la peau de ces athlètes-là qui ont vécu mon expérience, mais à Montréal. Mais même, justement, avant même d'être olympienne, juste de savoir que Montréal était une ville autant spéciale qui a accueilli les Jeux, c'est vraiment... Ouais. Et Benoît, vous avez vécu cette période-là. Vous étiez bénévole durant les Jeux olympiques? J'étais pas bénévole. On travaillait pour coordonner un peu l'entraînement des athlètes en 76. Donc, les athlètes arrivaient de différents pays, puis on pouvait faire de 8 heures. On pouvait être disponible 24 heures par jour. La piste d'échauffement. Donc, moi, celui qui s'occupait de placer le monde aux Jeux olympiques de 76, j'étais professeur d'éducation physique, et il m'avait trouvé une place dans le stade. J'ai dit, non, moi, je veux aller à la piste d'échauffement parce que je veux côtoyer les entraîneurs puis je veux voir les athlètes, comment ils s'entraînent. Wow. Parce que j'étais un jeune entraîneur à ce moment-là. Et puis, ça a été le plus beau stage d'entraînement que j'ai jamais fait de ma vie, là. Ah oui, racontez-moi un peu comment ça se passait. Ça se passait, c'est que, tu vois du monde de partout. C'était nouveau, nous autres, à Montréal. Les Australiens arrivaient, les Africains, avant qu'ils boycottent, sont venus. Ils se sont entraînés pendant 1 mois de temps devant nous, là. Après ça, mais les Européens, les Américains, les Sud-Américains, le monde nous visitait. Donc, t'avais juste à aiguiser ta curiosité un peu, puis t'en apprenais. Parce que moi, je n'étais pas gêné trop de m'introduire puis de poser des questions.
Et puis, ben... Vous aviez 18 ans à l'époque, c'est ça? 28. 28, OK. Ouais. Puis les athlètes venaient autant d'avance avant les Jeux, donc quasiment un mois. Oui, surtout aux antipodes. Les Néo-Zélandais, Ok. les Australiens, les Japonais, ça arrivait un petit peu plus tôt. Ouais. Puis à Montréal même. À Montréal, au village olympique, ouais. Parce que nous, en 2024, on avait fait un camp d'entraînement justement pour s'acclimater un peu, mais c'était à Barcelone, donc on n'était pas sur le site des Jeux autant d'avance, mais j'avoue, c'est quand même quelques semaines avant. Ah ouais, Ouais, 2-3 semaines. Ça, c'était mon travail. Puis moi, ben, on était une équipe quand même là-dedans. Puis à ce moment-là, ben, on assurait, mettons, l'Australie s'entraînait dans le couloir 4, les États-Unis dans le couloir 1, etc. C'est parce qu'il fallait donner les corridors. Il y avait du monde qui s'entraînait en même temps. Puis il y en a qui s'entraînaient pour les relais, d'autres faisaient des séries au haie. Donc, non, une bonne logistique, là. Ah ouais, hein? Ouais. Et vous, comme jeune, 28 ans, c'est jeune. Ben oui. De 28 ans, qui vit ces Jeux olympiques-là, qui est passionné de sport, de coaching, qu'est-ce que ça vous a donné pour la suite des choses? Ben moi, je venais de fonder mon club. Ça a commencé par un club scolaire à l'école de Regina Mundi. Puis c'est devenu le club Regina Mundi. En 73, j'ai fondé ça. Puis là, on était en 76. Donc, j'avais déjà, en 75, un premier champion canadien junior. Wow. En 76 aussi. Et puis là, moi, je viens du basket, du hockey puis du baseball. OK? Donc, je coachais à l'école, c'est ça que je coachais. Mais maintenant, il y avait un nommé Philippe Lahurst, là, qui m'a demandé de l'entraîner. Puis, moi, j'entraînais les belles têtes et non pas tant le beau corps. Parce qu'avec les belles têtes, tu peux aller pas mal plus loin. Ah oui, toi, vous la santé mentale, c'était déjà très Pas que la santé mentale, mais la volonté, la rigueur, la persévérance. OK, oui, je comprends. Oui, parce que, en tout cas, c'est quand vous avez les deux, Ouais. c'est sky the limit. OK. Puis à l'époque, c'était pas nécessairement ça, c'était pas généralisé comme concept. Ben là, ça dépend tout le temps. Ça dépend. C'est comment. C'est quand vous recrutez du monde, il y en a qui vont recruter souvent. C'est facile de recruter le premier puis le deuxième dans une compétition scolaire. Mais souvent, celui qui finit 10e ou 11e, ça va être le plus volontaire. Ouais. Puis aux Jeux olympiques, d'avoir choisi le centre d'entraînement, qu'est-ce que vous avez constaté par rapport, je sais pas, est-ce que l'Australie coachait d'une certaine façon, les États-Unis, qu'est-ce qui vous a frappé? Qu'est-ce qui m'a frappé, c'était il y a un dénominateur commun, c'est tous du monde qui travaille très, très sérieusement. Il n'y a pas de... c'est relax, mais en même temps, ils savent ce qu'ils ont à faire. Ouais, vraiment. Puis quand vous les voyez là, un mois avant les Jeux, vous voyez, ils sont prêts, là. Ouais. La grosse préparation foncière, elle s'est faite bien avant ça, là. C'est ça, ce que vous voyez là, c'est le fignolement, l'aspect mental. Un athlète, souvent, ça peut se fâcher après son entraîneur aussi. Et vice-versa? Oui, je vous raconter une anecdote tantôt, plus tard. Mais il faut rester calme, il faut les calmer, puis apprendre à les connaître aussi, parce que tu peux être responsable de 10 athlètes, tu as 10 tempéraments différents, là. Et puis, ils ont un entraîneur, souvent, que tu es obligé de contribuer, parce que quand on est entraîneur, là, je saute du coq à l'âne un peu, j'ai fait les deux, j'ai travaillé comme responsable, mais j'ai été entraîneur aussi moi-même aux Olympiques. Donc, quand tu es entraîneur, faut que tu, comment je dirais, donc... il faut que tu t'assures que ils vont être capables de performer à leur meilleur. Maintenant, il faut mettre... C'est délicat. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas manipulé, là, mais ça va me revenir. Qu'est-ce que ça dit, toi, Marie-Héloïse, d'entendre ça? Ben, c'est vraiment intéressant déjà quand il commençait à parler de coacher la tête et pas juste le corps. Là. Je pense que c'est, comme il dit, c'est facile de regarder un athlète qui performe bien déjà puis se dire, je vais prendre le produit fini puis juste me l'approprier un petit peu en tant qu'entraîneur. Mais je salue les entraîneurs qui sont capables justement de voir le potentiel puis de voir ce que ça prend, outre juste les habiletés physiques, puis de savoir que ça peut vraiment faire toute la différence justement au niveau mental d'un athlète qui sait comment se préparer, qui sait comment se gérer dans des situations comme ça, parce que c'est après, justement, que ça va faire des flamèches ou des feux d'artifice dans des situations comme aux Olympiques, justement, à un mois ou quelques semaines, là, plus le temps avance avant la grande compétition.
Puis ça me parle beaucoup, ce que vous dites ça, sur la relation avec un entraîneur, de savoir comment gérer, puis de connaître ses athlètes, pas juste arriver aux Olympiques puis être comme, OK, comment on gère ça? Là? C'est un travail qui a dû être fait beaucoup en amont pour être prêt justement et reposé, rendu aux Olympiques. Oui, puis je suis d'accord avec Marie-Louise aussi parce que moi, j'ai été entraîneur, mais quand tu es entraîneur de l'équipe Canada, c'est différent aussi d'être entraîneur personnel. Tu peux être entraîneur personnel de 2 athlètes qui sont sur l'équipe, mais tu as une charge de 8-10 autres athlètes. Ouais. Et à ce moment-là, moi, quand j'étais entraîneur de l'équipe Canada, je demandais toujours les programmes d'entraînement des entraîneurs personnels. Parce qu'il faut quand même pas brusquer puis tout changer du jour au lendemain avant d'arriver, là. Ouais. C'est pour ça que moi, là-dessus, là, parce que moi, quand j'envoyais mes propres athlètes sous la responsabilité des autres, tu changes pas une recette de même, là. Non. Tu sais, il faut que tu respectes ça. C'est important, ça. Comment on se retrouve aux Jeux olympiques en 76? Je veux dire, est-ce qu'on applique? Comment ça fonctionnait exactement? On appliquait. Oui, on appliquait. Puis... c'est comme quand ils ont besoin de monde, là, puis moi, j'ai appliqué. Puis, Est-ce qu'on cherchait beaucoup de gens? Est-ce qu'on était en... Oui. Il y a beaucoup de gens qui travaillaient là. En tout cas, moi, dans différents sites, comme en gymnastique, en basket, sur différents sites. En athlétisme, on était sur la piste d'échauffement. Une trentaine, certains, à travailler là. Ah ouais? Ben, il fallait être disponible parce que les danseurs viennent, on donne le matériel, on surveille, en tout cas. Est-ce que c'était un rêve de vivre ça? Ben oui, parce que les Jeux olympiques, c'était la première fois qu'ils venaient à Montréal, ils sont pas revenus depuis. Non, c'est ça. Ben, c'est intéressant parce que je parlais à une bénévole de Montréal, Danielle Boulanger, vous la connaissez sûrement, même qu'elle... Justement, c'était un rêve là, d'aller à Paris en tant que bénévole. Puis elle m'a un peu parlé du processus 50 ans, en 2024, 48 ans plus tard. Là, puis c'est rendu un engouement quand même assez important là, d'être bénévole aux Olympiques. Je me rappelle plus c'était quoi le nombre. Je pense que c'est dans les dizaines de milliers de bénévoles là, qui se déplaçaient puis qui ont à payer, débourser. Ils ne se font pas payer parce qu'ils sont bénévoles. C'était différent, ça, dans notre temps, là, oui. Mais ils doivent payer beaucoup d'argent pour juste être capable de se rendre, de faire des formations, des heures et des heures de formation, de trouver son logement. Puis, mais elle, qu'est-ce qu'elle me racontait, cette bénévole-là, c'est qu'à quel point c'est ça. C'était un rêve plus pour elle même que, juste d'être là puis de pouvoir participer. Puis on s'était croisés justement sur la piste d'échauffement. Donc, c'est vraiment... Ce qui parle, c'est ça. Ça me rejoint parce que je suis capable de me l'imaginer là, en 2024. Parle-moi un peu de ton parcours, Marie-Héloïse. C'était un rêve d'aller aux Jeux en 2024? J'imagine, ça part de loin, cette passion-là pour la course? Je dirais que c'était un rêve, oui, mais pas nécessairement en 2024. Moi, j'avais seulement 21 ans à ce moment-là, dans certains sports, c'est vieux, 21 ans, mais je dirais en athlétisme, c'est quand même jeune. J'étais dans les plus jeunes sur l'équipe à ce moment-là, même dans l'équipe de relais. Donc oui, c'est un rêve en grandissant. Je pense que moi, j'ai l'impression que chaque athlète, à un moment ou un autre, rêve aux Olympiques peu importe le sport, mais c'est ça, c'était pas un objectif que je m'étais posé pour 2024. Là, mais une fois que les résultats ont commencé un peu à se placer, j'ai été invitée au camp de relais justement quelques mois avant les Olympiques, puis après les championnats du monde de relais, puis j'ai réussi à courir, tout comme un déboulement d'événements qui s'est juste bien placé pour moi, puis finalement je me suis qualifiée aux Olympiques, mais je me suis un peu retrouvée là comme « Wow, quelle belle expérience, je vais prendre ce qui m'est donné. » Puis, tu sais, je savais pas que j'allais courir aux Olympiques. J'avais aucune idée. Tout en 2024, c'était vraiment une surprise après l'autre. Fait que, je dirais que c'était un rêve, mais qui est arrivé un peu... Puis sur place, comment t'as trouvé ça? Ah, là, ça, c'était vraiment un rêve. Rendu là-bas, tu sais, j'avais même essayé d'un peu d'abaisser mes attentes parce que, justement, tout le monde dit « Ah, les Olympiques, c'est magique, évidemment, et tout. » Mais ayant été un peu, tu sais, quand on est un athlète dans l'envers du décor, des fois, c'est pas autant magique que c'est à la télé pour les spectateurs. Fait que je me suis dit, regarde, c'est juste une compé comme une autre, mettons. Mais rendu là-bas, ça avait vraiment dépassé mes attentes à tous les niveaux, que ce soit sur la piste, le village, la piste d'entraînement, avoir tout ce qui est autour. C'est ça que je serais curieuse de pouvoir savoir sur Montréal un peu, c'était comment juste l'ensemble des jeux, c'est vraiment ça qui fait la différence avec les autres compétitions. Oui, Benoît... un peu comme la vibe qu'il y avait entourant de la ville, mettons. Parce que c'est pas juste la compétition. Tu sais, quand on va à des championnats du monde, c'est un peu similaire aux Olympiques, mais tu sais, le fait que ça soit juste l'athlétisme, c'est quand même, ça réduit beaucoup, justement, tout ce qui est autour, mais... La vie du village. La vie du village, exact. Ça, c'est vraiment ce qui m'a marqué des Olympiques, puis ce qui fait que c'est comme un long... Ouais. Continu sur toute la semaine. La vie du village, ça me fait rire parce que je
pense que c'est en 76 pour la première fois que le village olympique est devenu un peu mix femmes et hommes ensemble et que à partir de ce moment-là, je sais pas si avant c'était différent, mais Non, je ne sais pas non plus, mais en tout cas, il était bien situé, le village olympique à Montréal. Hein? Avec la touche. Je suis passée hier en auto, je disais, on va faire hey, demain, je vais parler de ça. Ah ouais! Puis est-ce que vous avez eu la chance d'y aller, vous? Au village, ici à Montréal, non. OK. Non, j'ai pas eu. Mais vous en c'est avez parce entendu que parler un faut que tu peu? sois ici. Les Jeux olympiques, si tu n'as pas ta carte d'accréditation, t'es mieux de retourner chez vous parce que... Non, écoute... mais si tu as la carte, c'est vraiment le laisser-passer ultime. Exactement, parce que oublie-la pas. Toi, qu'est-ce que tu as entendu des Jeux olympiques de 76? Ben, pas beaucoup, honnêtement. Sur le village, j'ai justement, comme je disais, en allant à Maisonneuve, étant dans le quartier pour un an ou deux, les gens pointaient, ça, c'est les anciens buildings, là, le genre de building en forme de voile, on dirait quasiment. Fait que je sais que c'était là, mais tu sais, ça a l'air un peu, même quand tu passes juste devant, c'est pas vraiment... 50 ans plus tard, c'est sûr que... C'est ça, mais tu sais, il y a plus vraiment... je sais que ça s'appelle le village, cet arrondissement-là, mais... Le parc Maisonneuve est devenu... C'était un golf. Puis il est devenu le parc Maisonneuve à cause des Jeux olympiques. Accessible à tout le monde. Donc, c'est un héritage, ça aussi, là. Ouais. Et l'héritage que ça vous a laissé personnellement, vous avez été entraîneur pendant 38 ans? 37. Ouais, au secondaire notamment? Oui, ce que ça m'a laissé, c'est que ça m'a permis de choisir, parce que là, quand j'étais entraîneur de 3 ou 4 sports, là, à un moment donné, je me suis dit, faut que je me branche. Puis je voulais savoir jusqu'où je pouvais aller dans mes connaissances. Parce que quand tu coaches du hockey ou du baseball, ces choses-là, tu vas le coacher pendant 2 ans, puis tu vas le passer à un autre. Tu sais, ils vont être bantam 2 ans, ils vont midget, ils vont s'en aller junior. Tandis qu'en athlétisme, si tu le prends à 14 ans, et puis que tu développes une relation saine et puis il va... En profondeur, là? Oui, en profondeur, puis tu vas le faire progresser. L'athlète va faire... Toi, tu vas faire progresser l'athlète, mais l'athlète va te faire progresser aussi en curiosité. Puis il va falloir que tu ailles chercher, tu progresses au niveau de tes connaissances aussi. Puis que je suis allé souvent dans des séminaires de perfectionnement après. Là. Ah oui, le développement, c'est sûr. Oui, parce que ça, si tu veux suivre la parade, là, à un moment donné, non. Fait que vous avez suivi certains athlètes pendant de nombreuses années et même, là, oui. Bien, regardez, mon premier athlète, c'est Philippe Lehut. J'ai commencé à le coacher à 14 ans. Je l'ai coaché jusqu'à 34 ans, puis il est décédé d'un accident. Donc, c'est pendant 20 ans, là. 20 ans, puis après ça, j'en ai amené 3 aux Olympiques au marathon. Donc, après ça, il y en a un autre, c'est un triple sauteur. Qu'est-ce qu'ils vous ont appris, les athlètes? Qu'est-ce qu'ils m'ont appris? Bah, écoute, là, c'est une grande question. Combien de temps on a? Ils m'ont appris à me tenir à la page. À me tenir tout le temps à la page. Parce dans le temps présent? Oui, ils posent des questions. Les athlètes posent des questions. Pourquoi je fais ci? Pourquoi je fais ça? Ça serait pas mieux. Et à un moment donné, comment je dis ça? Tu préconises un système d'entraînement. Puis là, moi, je disais souvent, n'oublie pas une chose. Quand tu m'as demandé de t'entraîner, on est parti à 0. On est monté là. Maintenant, il y en a souvent qui, à un moment donné, ils vont magasiner les entraîneurs. Et ça ne s'avère pas tout le temps bon. Parce que le premier entraîneur, souvent, il connaît l'athlète, il l'a monté tranquillement. Maintenant, ce que j'ai appris, c'est que les fidèles, ben, c'est eux qui te donnent le plus de reconnaissance. Toi aussi, tu les reconnais, mais l'athlète te donne beaucoup de reconnaissance. Oui, puis par fidèle, c'est quelqu'un qui va te suivre jusqu'au bout. Ben, regarde. Jusqu'à la fin de sa carrière. Il y avait un athlète qui est devenu très bon au Québec, là, ça fait pas si longtemps que ça. Un jour, il me dit, je pense, moi, je vais changer d'entraîneur. Je le regarde, je dis, pourquoi? Parce qu'il dit, ben, je voudrais progresser. Je lui ai dit, écoute, ton entraîneur t'a amené à un haut niveau. Aie confiance. Puis là, il était blessé un peu. Puis tu sais, les blessures en sport, là, moi, j'ai toujours dit, exemple, mettons, Feu Émilie Mondor. C'est une des bonnes coureuses au Québec, elle est décédée jeune aussi. Puis à un moment donné, elle était blessée. Puis elle travaillait à la boutique Endurance sur Saint-Denis, là.
Et puis, je l'avais rencontrée, puis j'avais dit, tu sais, Émilie, un athlète blessé, c'est pas une athlète qui est finie, là. T'es blessé, point. C'est comme si l'athlète voit un mur, en fait. Ouais, c'est dur de se projeter dans le futur avec une blessure des fois, mais... C'est-tu qu'on a besoin d'un renouveau à certains moments, même si on sait que notre entraîneur je fait la pense job? pas... J'ai jamais considéré... J'ai été chanceuse de pas souvent être blessée dans ma carrière, mais moi, j'ai jamais considéré changer d'entraîneur pour une blessure, mais des fois, c'est la perte de contrôle qui donne envie de regagner un contrôle ailleurs, donc de se dire, j'ai pas le contrôle sur ma blessure, ou je peux essayer de revoir ce contrôle-là sur certaines choses, qu'on a une impression, une illusion de contrôle, mais au final, c'est pas... En tout cas, on a des bons jeunes entraîneurs au Québec, présentement, puis je suis content de ça parce que les athlètes, en tout cas, c'est sûr qu'au niveau de la base, peut-être que il y a quelques années, la base était plus grande. Maintenant, au niveau de l'élite, là, ils ont fait un bon travail. Ah ouais, hein? Oui, oui. Parce que, tu sais, les athlètes vous ont fourni beaucoup de bagages, mais l'inverse est également le cas, là, dans le sens que vous avez formé de nombreux athlètes. C'est pas pour rien qu'il y a une piste à votre nom, il y a un aréna également à votre C'est nom. parce que avant, moi, en premier, j'étais un prof et un éducateur. Moi, j'ai voulu former des citoyens puis des femmes et des hommes responsables. Parce qu'ils ne seront pas athlètes toute leur vie. Mais c'est une vocation, ça, quand même, de vouloir former des gens pour être des bons citoyens. Ça se transpose. Parce que moi, où j'insistais le plus, là, c'est mettez-vous une éducation dans vos poches. Parce que quand il y a des athlètes qui venaient me voir et ils me disaient, Ben, cette semaine, j'ai des examens qui me stressent. Reste chez vous. Je vais te préparer un programme d'entraînement. Ah ouais, hein? Ne te stressez pas. Non, j'étais me demander d'aller aux acheter. En même temps, c'est important aussi. Oh, oui. Mais ça, je pense que... Puis ça, si on parlait de la relation athlète-entraîneur, je pense que ça vient avec... L'écoute? L'écoute, c'est de justement écouter son athlète, comprendre qu'est-ce qu'il a besoin, puis oui, si tu es dans le moment présent, mais aussi, à l'inverse, un athlète qui va pas abuser de cette générosité-là puis de cette compréhension de l'entraîneur, parce que j'en ai vu souvent, moi, des gens, j'ai un examen, j'ai des devoirs, je viendrai pas. Puis là, c'est comme chaque semaine, il y a tout le temps. Parce que si t'es pas dédié, il y aura tout le temps une raison pourquoi tu peux pas aller à l'entraînement. Mais le rendu là, c'est l'athlète qui se pénalise. Exact. Voilà. Mais tu sais, d'avoir une... Moi, je sais que mon entraîneur, si j'avais dit j'ai un entraînement, je peux pas, un examen, je peux pas venir, il m'aurait cru tout de suite parce que j'utilisais pas ça comme une excuse. Fait que c'est vraiment d'avoir cette confiance-là puis cette compréhension-là entre les deux. Ouais. Les deux, on a les meilleurs intérêts de l'autre acteur. J'ai beaucoup de respect pour les athlètes de haut niveau parce que quand j'ai entraîné à Lisanne Michel qui est devenue médecin. Donc, elle a 2 doctorats. Un doctorat en physiologie de l'exercice, un doctorat en médecine. Puis, elle est allée à 2 Jeux olympiques. Elle a gagné une médaille d'argent au cours du Commonwealth en marathon. Elle avait gagné le marathon de Montréal en 83. Mais, cette fille-là, là, elle s'entraînait, elle allait à l'école, puis elle n'avait pas le temps de regarder la télévision. C'est ça l'affaire. Il faut faire des choix, je pense. Hein? Exact. Oui, exactement. Il faut faire des choix. Et puis elle respecte. Tu sais, souvent, à un moment donné, ils vont refuser beaucoup de propositions pour aller dans des fêtes ou n'importe. Ils sont obligés de passer par-dessus. Oui. Mais ça, c'est des sacrifices, mais qui en valent la peine au final. C'est quoi ta relation, toi, avec ton entraîneur ou avec tout ce qui est entraînement depuis que tu es jeune? Bien, c'est vraiment intéressant aussi d'entendre le point de vue de l'entraîneur parce que ça me fait penser à mon propre parcours. Tu sais, justement, quand j'ai commencé environ à 14 ans, j'ai eu un entraîneur qui m'a vraiment... Tu sais, je connaissais rien. Là. Fait que lui, je dirais que ça serait celui qui m'a tout appris, forgé, voilà, qui m'a, tu sais, un peu donné la piqûre de comme, tu sais, je pense qu'à cet âge-là, au secondaire, il y a comme le Y de comme, soit c'est récréatif ou soit t'essaies de prendre ça au sérieux. Puis, tu sais, c'est vraiment, il y a quand même une différence, là. Au secondaire, ça paraît plus, là, les athlètes qui font ça pour le fun, puis les autres, comme je me considérais, tu sais, qu'il y avait quand même une drive plus importante. Puis finalement, c'est lui, au final, qui m'a un peu dit, tu sais, comme ce que vous dites, que aussi ça fonctionne, des fois, faut pas partir, même si on veut se développer, mais lui, c'est lui qui m'avait dit, je pense plus que je suis équipée pour t'aider au niveau où tu veux aller, puis qui m'avait guidée vers le Club Saint-Laurent-Sélect. Fait que c'est drôle que finalement, c'est lui qui, justement, qui nous a un peu connectés d'une façon. Puis ensuite, j'ai eu un autre entraîneur après ça à l'université. Pour mes 4 ans d'université, je suis allée à Simon Fraser à Vancouver. Ouais. Puis c'est drôle aussi de vous entendre parler d'Émilie Mondor parce que c'est là qu'elle est allée à cette université-là au Canada, à Vancouver. Puis ça, d'entendre, tu sais, je la connais parce que nous, à cette école-là, il y a une compétition en son nom là, pour l'honorer
après son accident, malheureusement. Mais c'est ça, de l'entendre comme, tu sais, des histoires sur elle qui en existaient, puis tu sais, que pour vrai, parce que moi, j'ai vu des photos, mais tu sais, c'est ça. C'est vrai que ça aussi, ça m'a beaucoup touché quand vous parliez d'elle tantôt. Puis ensuite, ça, j'ai eu un entraîneur beaucoup plus âgé à l'université que mon coach au secondaire qui était jeune. Fait que, mais lui, tu sais, je trouve autant il m'a appris tellement plus, puis il m'a amené aux Olympiques. C'est lui qui me coachait quand je suis allée aux Olympiques. Je sais pas si... Je pense que nous, on a eu un déconnect. On a encore une très belle relation, mais je sais pas si lui, il avait la motivation que vous avez puis que vous parlez de rester à la page. Je pense qu'il était un peu dans ses manières qui, clairement, fonctionnaient bien, mais qu'à un moment, il y a eu un manque de quelque chose, tu sais, parce que c'est là, je pense que moi, je continue d'évoluer, mais il faut, justement, comme on disait, d'évoluer avec l'athlète, c'est important. Puis là, j'ai un autre entraîneur maintenant. C'est ça, sans vouloir les collectionner puis continuer à magasiner. Des fois, c'est ça, c'est juste de... Puis qu'est-ce que tu cherches dans une relation avec un entraîneur, exactement? Ben, je pense que ce qui est resté entre les trois que j'ai eu à date, donc celui du secondaire, l'université, puis là, celui que j'ai en ce moment, c'est la connexion, tu sais, justement, personnelle. Là. Pas juste, il sait ce qu'il fait sur la piste. Là, ça va vraiment au-delà de ça. Moi, ce qui me prend, c'est... Ce qu'il me faut, c'est vraiment des... Tu sais, être capable de communiquer puis d'avoir des conversations, pas juste sur, OK, fait 30 mètres. C'est comme la curiosité. Un entraîneur qui est prêt à expliquer puis à écouter, même quand il y a... Puis qui se sent pas attaqué par des questions. Tu sais, souvent, mon entraîneur, de l'extérieur, ça peut avoir l'air que je l'interroge parce que j'essaie de lui trouver une faille, mais c'est vraiment juste si je veux comprendre. Fait. Non, c'est parce que quand tu commences à les recruter autour de 14-15 ans, tu n'entraînes pas un athlète de 14, 15, 16 ans de la même façon que quelqu'un de 21, 22, 23 ans. C'est pour ça que quand tu as de la suite, tu apprends ça. Quand ils sont jeunes, tu vas dire « fais ça », puis il n'y a pas trop de questions. Maintenant, quand tu as passé 20, 21 ans, à un moment donné, moi, j'étais comme ça, je disais « qu'est-ce que tu en penses? » Ah ouais, qu'est-ce que tu en penses que je te propose, mais qu'est-ce que tu en penses? Et, tu sais, il y avait coacher des gars puis des filles, pas pareil non plus. Ouais. Je me rappelle, même ça, des anecdotes. Oui. Bon, je m'en raconte. Mais écoute, il y avait les gars, tu vas dire, je veux avoir, mettons, 10 x 400 en 62 secondes avec 200 mètres de récupération. Les gars vont le dire, oui. Les filles, elles m'ont donné, une fois, j'arrive aux filles, puis je dis, j'aimerais ça, en tout cas, je pense, j'espère que tu vas être capable de faire 8 x 400 en 72 secondes. Après, il me regarde. Je l'avais sous-estimé, là. Ah ouais, hein? Là, elle me dit, je suis pas capable de faire comme lui. Ben, je lui dis, écoute, essaye, puis on verra. Mais il m'a dit une chose, mon but, c'était qu'elle le fasse mieux. Ouais. Mais si j'avais utilisé, fais ça, ça marche pas. Oui, c'est vrai. Donc, ouais, je suis pas sûr. Puis, là, les filles que tu leur lances un défi, c'est la plus belle... moi, en tout cas, lancer des défis, là, les filles, elles répondent bien mieux que les gars. Ah ouais, hein? Ah oui, oui, Ah oui. ouais. Ah, c'est ça la grosse différence. Je te le jure. Dans n'importe quel sport, je te le dis. Ah oui, pourquoi, selon vous? Je ne suis pas capable de l'expliquer. Pourquoi? C'est parce que les filles, tu peux leur faire confiance. C'est exemple, tu n'es pas là, tu vas leur donner l'entraînement, ils ne coupent pas les coins ronds. Oui. Non, c'est vrai. Les gars peuvent couper les coins ronds, mais les filles ne coupent pas les coins ronds. Donc, Est-ce que vous pensez aussi, je m'excuse, je voulais pas... Allez, vas-y. Ben, c'est que la femme veut quand même prouver c'est que ça c'est à la hauteur d'un homme, tu sais, parce que socialement parlant, l'homme va peut-être être considéré comme étant un peu plus fort, plus rapide, puis des fois, ben, la femme va prouver le contraire. Oui, ben, je pense que ça aurait été ça ma réponse. Moi, c'est ça, vouloir relever le défi puis haut la main, là, tu sais, de dire non seulement... C'est pas toutes les filles qui sont comme ça, par exemple. Non, c'est vrai. Il y en a, là, que... Il faut que tu mettes un peu plus les gants. Mais il y en a d'autres que tu le vois tout de suite. Il y a des beaux temps. Mais les tempéraments de l'athlète, c'est spécial. Ça aussi, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est des tempéraments. Quand vous arrivez en haut de la pyramide, là, il n'y a pas gros d'espace pour... OK, je comprends. Tu sais, quand vous les prenez assez jeunes, 13, 14 ans... Pas avant 14, mon Olivier, prenait pas avant 14. Mettons 14 ans.
Vous voyez, évidemment, ce qu'elle pourrait accomplir dans les prochaines années, peut-être bien espoir olympique, ou vous êtes... Non. Non? Non. Non. Vous n'êtes pas capable à cet âge-là? Moi, mon objectif, c'est de les faire progresser au rythme qu'ils sont capables de me donner. OK. Parce que si on brûle des étapes là-dedans, là, on va nulle part. Parce que c'est sûr que si tu veux être champion scolaire, puis tu vas presser le citron, ça ne donnera rien à long terme. Non, c'est ça. Si tu veux développer un athlète, là, étape par étape. Ça semble te parler, hein? Ben, je trouve que c'est ça sert à rien de mettre cette pression-là sur des athlètes que, comme un peu on disait, si tu as la drive, tu l'as ou tu l'as pas, d'une façon, tu sais, ça sert à rien d'essayer de presser. Puis, un peu comme tu me demandais tantôt à propos de mon rêve d'aller aux Olympiques en 2024, il y a personne qui m'a forcé ou qui m'a mis cette pression-là, puis c'est quand même arrivé. Donc, moi, je le vois plus comme... C'est pas sur ça qu'on a le contrôle. Là. Quand on parle d'essayer d'avoir du contrôle, ça sert à rien d'essayer d'avoir du contrôle sur ce genre de choses-là, puis c'est de perdre comme un peu ce qui est important dans le fond. Oui, tu as raison, mais ce que je voulais dire, c'était plus, tu sais, des fois, on voit un talent chez un athlète de 13-14 ans, tu te dis, mon Dieu, il se démarque. Puis des fois, là, tu sais, ça peut être un underdog ou pas, là, mais dans le sens, la motivation, la drive, comme tu dis, le mental va tellement être plus fort que quelqu'un qui a un talent naturel que ça va surpasser le tout. Mais tu sais, j'imagine que c'est mais ça peut être une remarque, tu sais, je suis pas entraîneur, mais ça peut être une remarque que tu gardes dans ta tête. Peut-être, tu sais, qu'un coach peut se dire, ah, cool, je vais rester avec cet athlète-là parce que je vois justement le potentiel, mais sans que ça soit à chaque matin, on se rappelle, on s'en va aux Olympiques. Tu sais, ça n'a pas rapport. Mais moi, je coachais, elle, c'est une sprinteuse. Moi, je coachais du 800 mètres au marathon. Donc, la mentalité aussi est différente. Quelqu'un qui court la distance, puis les sprinteurs, c'est... ils se couchent pas à la même heure. Non. Mettons, la fille ou le gars qui court le marathon, là, elle fait pas la même vie, là. Je le sais parce qu'on vivait ça aux Olympiques quand les compétitions sont finies, là, puis il y en a d'autres à côté dans la même chambre qui n'ont pas fini, là. Il y en a qui étaient sur le party, puis d'autres pas, là. À un moment donné, il a fallu aussi, pour qu'ils restent concentrés puis bien reposés, je les sortais du village puis les amenais à l'hôtel. Parce que pour qu'ils dorment convenablement. Ah ouais, ah oui. À ce point-là. Je sais pas si c'est arrivé aussi. Il y a des nouvelles règles en place maintenant aux Olympiques qui... c'est comme depuis la COVID, mais qui sont justement, ils ont décidé de garder ça après parce que c'est ça, c'était n'importe quoi. Le village, après les épreuves ou les autres sports, là, tu sais, il y a du monde justement qui avait leur finale le lendemain, puis il y en a qui faisaient le party dans les rues. Fait que maintenant, c'est la règle, c'est qu'après. Mais l'athlète trouve pas qu'il s'est assez entraîné dans les 4 dernières années pour aller se coucher puis essayer d'être optimal le lendemain, maintenant? Ben, mettons, c'est parce qu'il y en a qui finissent à différents temps. C'est ça la nouvelle règle, c'est que 2 jours après ton épreuve, tu te fais sortir. Tu laisses pas le temps. C'est ça, mais tu sais, pas juste en athlétisme, mettons, le 800 mètres versus le relais. Le relais, c'est toujours à la fin. Fait que là, le athlète de 800 mètres aura fini. Mais tu sais, d'autres sports, d'autres pays, les gars de soccer du Brésil versus les filles de relais du Canada, tu sais, on n'est pas sur le même horaire du tout. Fait que maintenant, ce monde-là, ils se font sortir du village. C'est ça, les 2 semaines illimitées après la fin de tes jeux pour faire la partie. Les Jeux olympiques, c'est la plus belle fête de jeunesse qu'il n'y a pas. Oui, vraiment. C'est... je te dis, il faut y aller. Je veux vivre ça un jour. Ah oui, si vous avez la chance de le vivre, là, vivez l'expérience, pas juste athlétique, l'expérience sociale. Exact, c'est vraiment ça. Non, c'est toute une expérience, vous le dites. Je l'ai vécu, puis elle l'a vécu. Vas-y. Ben, vous n'avez pas été dans le village, mais l'expérience sociale des Jeux de 76, vous avez vraiment marqué. J'étais dans le village, entraîneur, ben oui. Mais pas à Montréal. Non, pas à Montréal, à Los Angeles, puis à Séoul. OK. Puis qu'est-ce que vous en retirez de cette expérience-là du village? Ben écoutez, là, je vais vous dire une chose, c'est que quand, exemple, quand j'ai travaillé à 76, là, je travaillais, je surveillais, j'apprenais. Et quand je l'ai vécu de l'intérieur, comme les athlètes, la pression, là, je n'étais jamais fatigué, moi, là, pendant les Jeux olympiques, là. L'adrénaline, me levais à 6 heures du matin, me couchais à minuit, je n'étais jamais fatigué, là. Mais t'es ça après, par exemple. Quand t'en vas à pile d'entraînement, là, il se réchauffe, il s'en va à la chambre d'appel, t'oublies pas rien, là, tu t'en vas dans le corridor, t'arrives dans le stade, il y a 50-60 000 personnes, là. Les cris, là, c'est intimidant. Oui, vraiment. Ben, c'est énergisant aussi, mais c'est beaucoup ça peut faire ça, l'athlète, comme ça peut faire ça aussi. Oui. J'imagine parce que moi, c'est sûr que je suis pas à ton niveau du tout. Là. J'aime bien la course, là, mais on s'entend que je suis vraiment très loin d'avoir vécu les Olympiques. Est-ce que
cette adrénaline-là, justement, ça fait en sorte que tu vas manquer de sommeil parce que c'est difficile de s'endormir. Il faut tellement être focus, j'imagine. Ouais, ben c'est ça aussi quand on parle de l'athlète qui a la tête et pas juste le corps, c'est d'être capable justement d'avoir des stratégies pour comme se régulariser. Gérer. Ben oui. Puis, un peu revenir à la réalité dans toute cette effervescence-là. Mais ouais c'est... on dirait que j'ai la misère à mettre les mots dessus parce que je me rappelle juste avoir tellement eu une bonne expérience, moi, à Paris, qu'on dirait que tout s'est bien emboîté. Fait que j'ai pas de mauvais exemples, mettons, mais ouais, c'est retourner au village comme un peu décompressé, savoir où mettre son énergie parce que c'est impossible de rester high comme ça pendant la durée des jeux. Qu'est-ce que t'as aimé le plus du village? Mon Dieu, je pense que c'est juste le sentiment comme d'être là. Tu sais, de juste se dire, je suis dans le village. Tu rencontres un peu tout le monde mais aussi. C'est ça, tu sais, puis c'est le soir, je me rappelle, moi, ma coloc, dans le fond, comment c'était fait à Paris, il y avait la Tour du Canada avec plein d'appartements, puis dans chaque appartement, il y avait 3 chambres de 2. Fait que moi, j'avais, tu sais, mes 4 colocs et ma coloc de chambre, mettons. Puis ça a donné qu'on est devenus comme meilleurs amis. Fait que juste, tu sais, c'est ça, être avec elle dans notre chambre, puis comme un peu sortir, vivre nos expériences, puis revenir, puis justement décompresser ensemble, puis savoir qu'il y a quelqu'un qui vit ça, puis qui comprend. Mais c'est comme, on dirait, la vie, juste la petite vie normale, mais dans le village, c'est ça qui rendait vraiment cool. Je peux pas comprendre à 100% vu que je l'ai pas vécu, mais tu sais, le monde, l'événementiel, tu sais, je participe à certains événements, peu importe, là, caritatifs. Puis tu sais, un 48 heures dans un événement, c'est comme, on dirait que ça vient de durer 2 semaines. T'es avec le même monde, t'apprends à les connaître tellement, fait que c'est un peu la même chose, là. Vraiment, ouais. C'est comme, tu es dans un autre univers, là. Puis le fait que ça soit en plus un village, là, comme Afra en parlait, c'est comme, t'es dans les limites de l'univers olympique. Aussi, ce que je voudrais ajouter, c'est que, tu sais, on voit le produit final aux Olympiques, mais tout le travail qui a été fait en amont, là, l'entraînement, les 3 années avant, les 2 années, la dernière année, et t'arrives aux Jeux olympiques, et puis là, on te demande, vas-tu gagner une médaille? Qui se demande non, mais la vérité, c'est que au village olympique, là, quand tu fais partie de l'équipe olympique de ton pays, là, t'es une des meilleures ou la meilleure de ton pays, là. Médaille, pas médaille, là. Donc, juste de réaliser les standards d'accès aux Jeux olympiques, c'est un exploit, là. Pas facile, là. Et c'est pour ça que je me dis que je me rappelle quand je suis revenu de Séoul avec mes 2 filles, là, il avait fini 23e, 25e au marathon sur 160 quelques. Là. On est venu à minuit moins 10 à Dorval, là, à l'heure du Québec. Là. Nous étions 3. Il pleuvait. Il n'y avait aucun Kodak. Il n'y avait pas de poste de télévision qui nous attendait. Puis on se dit, belle expérience. Oui, c'est beau. C'est sûr que je dis aux filles, la plus belle expérience de votre vie. Vraiment. Je suis émotif, là. Oui. Parce que ils ont travaillé tellement fort pour arriver là que c'est pas juste la médaille. Il faut que tu reconnaisses le processus pour arriver à représenter ton pays. Souviens-toi du mot processus pour arriver là. Ouais. Puis moi, là-dessus, j'ai toujours mis l'emphase là-dessus. Exemple, mettons, on parle de VO2 max des fois, là, tu sais. Ça arrive. Bon, vous parlez de course à pied. Ben, il y avait du monde qui avait des VO2 max de 78. Il l'utilisait à 65 %. Je préfère quelqu'un qui a un VO2 max de 60 puis qui l'utilise à 95 %. Donc, c'est ça, les Jeux olympiques, un peu. C'est que quand ils ont réussi à réaliser les standards, leur fierté est là, en partant. Là. Mais c'est ça, nous, c'est le parallèle que je préfère avec mon expérience, c'est que, tu sais, on est arrivé à 6e en finale, mais juste le fait de se rendre en finale, on a couru le record national juste pour se qualifier. Fait qu'après, nous, c'était ça, on a couru le plus vite que personne n'a jamais couru au Canada. Mais c'est ça, mais tu sais, il y a d'autres pays, pour eux, ils mettent même pas leur équipe, ils mettent leurs réservistes sur le relais en qualification, mettons les États-Unis, parce qu'ils savent qu'ils vont aller en finale sans se casser la tête. Mais tu sais, faut c'est ça, mettre en proportion comme tes attentes un peu, puis d'où tu arrives, puis d'où tu viens, pour réaliser que nous, la 6e place, c'était historique. Là, dans le fond, c'était pas juste la médaille. C'est de reconnaître la performance athlétique. Ce qui nous manque un peu ici, des fois, tu sais, on va regarder un joueur de hockey, n'importe quoi, mais la performance athlétique dans tous les sports. Exemple, elle, dans son sport,
c'est une cold coffee. Ben absolument, mon Dieu. Non, mais c'est ça. Là, si on veut un exemple semblable, là, c'est ça. Même que... Wow. Non, mais en tout cas, moi, c'est mon opinion là-dessus. Mais non, mais c'est vrai, au final. Ben oui, t'es allé aux Olympiques. Mais ça dépend. Après, c'est dans quoi, comme l'argent puis l'attention est mis dans le sport au hockey. C'est sûr que c'est un Cole Caulfield, tout le monde le connaît comparé maintenant à moi, mais en termes de l'habileté physique. C'est le sport national. Exact. Si on parle d'habileté physique, ça serait. Ouais. Benoît, vous avez été émotif, puis je trouve ça tellement beau de voir un entraîneur qui se réjouit à ce point-là, qui partage le même sentiment que son athlète au final. Parce que, tu sais, ce processus-là qu'elle a vécu, ben vous avez vécu le même, mais conjointement d'une différente façon. Là, mais... Il faut que tu sois résilient à quelque part, parce que, regardez, mon histoire personnelle, rapidement, là, le club Régina-Moundy a perdu 4 athlètes par accident. Là. Wow. Ma première athlète, Prudence Baxter, elle avait 19 ans. Je suis fait frapper par un auto. Après ça, Freddy, un Chinois qui s'est fait frapper par un train. Après ça, Pascal Biot. Et le dernier, c'était Philippe Lahurst, mon premier athlète, il est mort dans un accident. Mais, moi, j'avais tout le temps, c'est ne quitte jamais, never quit. Et j'aurais pu quitter après mon 4e quand il est décédé en 91, mais non, j'ai décidé de faire une fondation pour aider les athlètes. Donc, tu sais, j'aurais pu dire, je n'ai assez, là, parce que c'est difficile, des fois, de motiver ce monde-là, puis à un moment donné, bang, du jour au lendemain, sont plus là. Ouais. Donc, en tout cas, moi, c'était ma passion. J'ai voulu la transmettre aux autres. Puis, je pense que j'ai réussi à j'allais dire, ça a fonctionné. Oui, non, c'est ça. Ouais. Puis, l'essence de la passion, c'est-tu justement de prendre quelqu'un puis de le voir évoluer? C'est ça qui est gratifiant? Ben oui. Ah oui, de le voir progresser. Tu sais, puis aussi, avec l'énergie puis la discipline qu'ils ont, en tout cas, moi, ça m'a impressionné au plus haut point. C'est pas les résultats finaux. C'est, comme je te dis, le processus, pour moi, c'est important dans n'importe. Puis, en tout cas. Vraiment. Puis encore là, aujourd'hui, des fois, il y en a qui vont me demander des conseils. Je suis pas le gars qui va dire, m'a donné tel conseil. Non, non. Si tu as besoin, ben, tu m'as demandé. Je suis ouvert. Une fois que tu m'as posé la bonne question, je peux te répondre. Mais je serais pas, on appelle ça la belle-mère ou le beau-père. Non. Ouais. Mais je vais aux compétitions d'athlétisme. Je reste à l'écart un peu. Même quand j'étais entraîneur, je n'étais jamais sur le bord où il y avait beaucoup de monde. J'observais mes athlètes seuls, puis j'étais dans ma bulle un peu. Là. Mais ça, rendu à la compétition pour un entraîneur, le travail a été fait, c'est un peu de peser sur le bouton jouer, puis là, on voit comment ça se déballe. Ouais. Mais le fait du processus, puis des résultats, puis des gens qui disent « Ah, vas-tu gagner une médaille aux Olympiques? » Ça me parle beaucoup aussi, parce que c'est justement quand les gens se posent cette question-là, on te pose la question, tu réalises que c'est comme... Mais là, avant, c'était la question, c'est si j'allais aller aux Olympiques. Là, je suis rendue aux Olympiques, c'est si je vais avoir une médaille. Fait que c'est un peu de réaliser que pour ces gens-là, tu sais, puis je pense à personne en particulier, mais un peu les fans, là, c'est jamais assez. Tu sais, il va toujours en avoir plus. Puis les performances, au final, vous parlez du parcours et tout, on se rappelle pas d'un moment clé. C'est tout le temps, c'est l'amalgame du processus, vraiment. Là. Exactement. En tout cas, l'important là-dedans, c'est qu'eux autres aussi aient du plaisir à le faire. C'est tellement important de réfléchir au plaisir. Mais c'est vraiment... Mais on le fait pourquoi à la base? Vous le faites pourquoi à la base? C'est parce que vous avez une passion pour le sport? Ben moi, je pense que ça serait impossible de le faire. Tu sais, tout le monde dit, l'important, c'est d'avoir du plaisir, mais c'est pas juste l'important. Je pense que c'est l'essentiel parce que je me vois pas faire ça si j'aimais pas ça. Tu sais, c'est impossible, selon moi, de le faire. Puis t'as du plaisir à travers l'adversité, t'as du plaisir à travers la discipline. C'est ça qui permet de continuer parce que c'est ça, je repense à tous mes moments avec les différents entraîneurs au secondaire à l'université. Ce que je me rappelle, justement, c'est pas, encore une fois, une performance clé. Tu sais, c'est pas, ce 200 mètres-là que j'ai couru à cette vitesse-là. C'est tellement éphémère, ce sentiment-là, alors que les souvenirs puis les connexions avec les entraîneurs, les coéquipiers, c'est vraiment ça qui reste. Puis, en même temps aussi, on développe des amitiés durables. Exact. En tout cas, moi, je suis rendu... Écoute, j'ai encore... je suis allé à la compétition, la classique d'athlétisme de Montréal, la semaine passée, là. J'avais 12 de mes anciens athlètes, là. Moi, j'ai 78 ans maintenant. Eux autres ont
68, 65, tu sais, on se regarde, puis des fois, on se donne une tape sur le dos. On a fait une bonne job. On se fait une petite course. On se fait une petite course. Non, mais ils sont impliqués. Il y en a qui sont impliqués. Regarde, le marathon, le Petit Saint du Nord, là, le directeur, c'est mon ancien athlète, Alain Bordelot, qui a eu le record du marathon chez les hommes pendant 42 ans. Wow. Il a été battu par Stéphane François pendant longtemps. Ouais. Donc, tu sais, on a dû faire quelque chose assez bon pour durer pendant 40 ans. Là. Ben, sûrement. Hein? Tu sais, petite question comme ça, vous avez coaché du 800 mètres au marathon. Oui. Y a-t-il une raison quelconque? Pourquoi pas le 100 ou le 200? Oui, il y a une raison. La raison, c'est que moi, quand j'étais jeune, j'étais pensionnaire dans un collège, puis moi, j'ai regardé, les premiers Jeux olympiques que j'ai regardés, c'était en 1960 à Rome. Puis j'avais 12 ans, puis Peter Schnell, un Néo-Zélandais, il avait gagné 800 mètres. Puis là, moi, quand je courais, je me prenais pour Peter Schnell. Ah oui, hein? Puis à force de me prendre Peter Schnell, j'ai couru moi-même, mais je n'étais pas un athlète là, de haut niveau, mais je n'ai jamais couru, surtout le cross-country, j'aimais ça. Puis, comme tu as dit tantôt, je coachais du basket, là, j'étais meilleur à ces sports-là. On voit tout le temps des fois où on est meilleur un peu. Mais quand Philippe Laheurt, c'est lui qui m'a demandé de l'entraîner à l'école. Puis j'avais mes grades en athlétisme, mais j'étais plus orienté vers les autres sports de l'équipe. À ce moment-là, lui, j'ai vu tout de suite qu'il avait une belle tête. Donc, je me suis dit, il m'a l'aider à progresser. Et il a tellement progressé que, veut pas, le succès amène d'autres. Puis là, moi, j'étais à l'école, là. J'en recrutais dans mon école, puis dans mon école. Puis à un moment donné, ça fait boule de neige. Puis à un moment donné, j'ai coaché en même temps. Là, aux entraînements, j'en avais 60 athlètes décembre à l'entraînement. Ah oui. Ah ouais, hein? Oui, j'étais bien organisé. On fait ça comment, coacher 60 personnes en même temps? On fait ça par groupe. Ouais. Ouais, on avait 8-9 groupes, là, puis l'automne, on s'entraînait dans le parc Annecy, là. Puis au cégep Bois de Boulogne, là, il y avait une piste en cendrée, là. C'est là que je m'entraînais. C'était même pas 400 mètres, c'était une piste de 400 verges. Ah ouais, hein? Je faisais les mesures moi-même en terre battue, là. Wow. Non, on s'entraînait pas sur du grand luxe, là. Non, puis on avait-tu vraiment besoin de luxe pour s'entraîner? Pas en tout. C'est ça qu'on réalise au final, vraiment. Ouais. On n'a pas besoin de luxe, on a besoin d'une bonne attitude. Ouais. Mais on peut dire quand même que l'équipement a évolué à travers le temps et la technologie aide un peu quand même. C'est sûr. Oui, mais moi, ce que je dis des fois à du monde qui court et qui se stresse avec leur chrono, Oui. Tout, là, je leur dis, écoutez donc un petit oiseau chanter, là. Puis quand vous êtes capable de parler en courant, là, vous êtes en situation aérobique. Vous entraînez bien. Après ça, on verra. Là, on mettra de la moutarde un peu plus. Ben, je suis vraiment d'accord avec ça. Il y a beaucoup d'athlètes plus jeunes ou qui commencent, qui se disent OK, il faut que j'aille tout le matériel ou tout, justement, le meilleur entraîneur, la meilleure piste, les meilleurs équipements. Mais c'est comme ça, c'est les 1% après qu'on peut venir. Ce qui est important au début, là, le gros, comme le brouillon là, qu'il faut raffiner, c'est vraiment ça, la passion, la tête, la drive, puis juste tout ce qui semble un peu cliché, la persévérance, puis le hard work, là, c'est ça s'achète pas. Si tout le monde fait s'acheter la meilleure montre puis les meilleurs souliers, tout le monde ira aux Olympiques. Mais c'est pas ça qui fait c'est ça qui fait la différence dans le fond entre un athlète. Fait que moi, j'ai toujours, puis comme justement à l'université, tu sais, je m'entraîne. Il y a beaucoup de gens dans mon ancien environnement d'entraînement qui me disaient, ben là, c'est pas un entraînement de haut niveau, mais au final, on s'est ramassé au même haut niveau, mais parce que c'est ce que toi t'apportes qui fait la différence. Fait que je dis toujours, commence par faire ce que tu peux, puis quand tu arriveras au max de ça, là, on verra. C'est ce que tu peux prendre, là, les suppléments, c'est ça. Un athlète, c'est comme un diamant que tu découvres. C'est beau, ça? Le diamant, là, au début, il brille pas fort. Non. Mais si tu fais attention, là, quand tu lui donnes un petit coup, là, tranquillement, là, il va commencer à briller. Puis plus il brille, plus il faut que tu fasses attention. Parce que là, tu donnes pas un coup de marteau. Là, c'est la précision. Donc, c'est ça. Le développement d'un athlète, là, c'est... Mais c'est à la fin, c'est ça. Une fois que le diamant a été sorti de la roche, là, on peut parler de le polir. Mais au début, si tu essaies de polir une roche, ça ne deviendra pas un diamant. Là, tu complètes bien. Ouais. Mais quelle belle analogie. Vraiment. Mon Dieu, c'est beau. Hey, on peut-tu parler un peu de la relation entre les athlètes? Que ce soit dans le club ou en général, ce que tu as vécu. As-tu des anecdotes par rapport à ta relation avec tes coéquipières ou d'équipes adverses aussi? Comment ça se passe dans le milieu de la course
professionnels comme toi? Ah, j'essaie de penser à... C'est vraiment... On dirait mon cerveau va à plein d'endroits parce que ça dépend... Comme on disait, il y a 10 athlètes, il y a 10 tempéraments. Fait que ça, c'est vraiment... Tu le vois quand tu es sur une équipe, surtout une équipe de relais, parce que là, tu es forcé à travailler ensemble. L'athlétisme, la course à pied en général, c'est un sport qu'on pense individuel au départ, mais que vite, tu réalises que justement, ça prend un entraîneur, des coéquipiers, puis après, c'est vraiment plus un sport d'équipe que tu performes individuellement. Fait que on dirait ma réponse de c'est quoi la dynamique, ça serait... Il y en a tellement qu'il faut que tu sois capable de t'adapter puis de... Ouais. Il n'y a pas une tendance, il n'y a pas une... Non, c'est ça qui est dur, c'est que tu sais jamais sur qui tu vas tomber ou sur comment les gens réagissent aussi dans des environnements différents. On parle des Olympiques, il y a des gens qui ça va aller super bien, puis là, ils arrivent dans un environnement où il faut performer, il y a de la pression, la zone de confort est à part, ou tu sais, c'est ça, tout change, puis là, ça cale. Là. Fait que ça, c'est... Justement, on parlait des autres pays, tu sais, des fois, tu peux voir les autres pays que c'est comme, moi, je sais pas si ça va être leur meilleure compétition, celle-là, parce qu'ils perdent un peu le cap, là. T'as-tu un exemple en tête? On dirait non, pas qui me vient, parce que j'essaie de comme rester concentrée sur mes affaires quand on est dans des environnements comme ça, mais je vais y penser peut-être que ça va me revenir. Et toi, Benoît, est-ce que t'as été témoin de certains trucs entre les athlètes au courant de ta carrière? Ah, ben écoute, moi, j'entraînais des gars et des filles. Il y en a qui ont commencé à former un couple dans le club. À un moment donné, il y avait des séparations. Ça se parlait plus. Il fallait qu'ils venaient s'entraîner aux mêmes heures. Ouais. Donc, tu sais, il a fallu que je gère souvent les relations extérieures au sport, là. Ouais. Ouais. Oui, oui. On s'y prend comment? Parce que, comment? Ouf, en voulant dire, tu vas dire, tu dis, réglez vos problèmes personnels à l'extérieur, s'il vous plaît. Ouais. Et non pas à l'entraînement, n'importe. Mais ce que vous dites de former des humains à la base, ça vient avec ça, là, c'est pas juste des performances. Oui, tu as raison. Mais, en tout cas, c'est... non, j'ai vécu des situations, tu sais, comme je disais tantôt, quand tu entraînes des athlètes de 22, 23, 24 ans, 25 ans, il y en a qui se marient. Moi, j'en ai. Il y avait des enfants. Donc, c'est plus la même relation d'autorité. C'est pas une autorité, c'est que ça devient un complément, là, tu sais, puis... Parce que si tu deviens trop autoritaire non plus, ça ne marchera pas. Là. Moi, j'ai une grosse voix. Il y a bien du monde qui ont peur. Là. Pas tant que ça. En tout cas. Quand Mais qu'est-ce que tu veux? Je disais toujours à mes élèves, imaginez-vous donc que c'est une femme qui m'a donné la vie. Là. c'est vrai. C'est une grosse voix, là. C'est ça. OK. En tant qu'entraîneur, vous avez peut-être déjà vu des athlètes perdre un peu le filon du plaisir à travers les années. Comment on fait en tant qu'entraîneur lorsqu'on voit ça arriver et on se dit, ben là, moi, je fais mon bout de chemin, mais l'athlète ne le fait pas nécessairement. Est-ce que vous vous êtes senti désemparé à certains moments? Désemparé, non. Mais patient. OK. Plus, tu sais, il faut que tu sois patient, laisser tomber à poussière, parce que souvent, pas de mauvaise performance, mais 3-4 mauvaises de suite, là, ça peut affecter la motivation à l'entraînement. Puis dans ce temps-là, justement, c'est qu'il faut revenir à la base et non pas continuer. Moi, des fois, le programme là, établi, là, on fait ça carré, puis là, on revient à la base. Puis là, l'athlète, il n'aime pas ça, là, parce que là, lui, il pense qu'il va te perdre. Là. Puis souvent, c'est qu'il avait mal assimilé le gros travail. Puis si tu reviens à la base, tu baisses toute l'intensité, d'un coup, oups. Ça déclic. Oui, parce qu'il assimile. Tu sais, souvent, à un moment donné, tu vas avoir des séances de musculation ou des séances intenses. Si tu ne lui donnes pas le temps d'assimiler, là, ben c'est tellement fin, la grande forme, puis la blessure, là, c'est quand tu arrives en grande forme, là, t'as pas d'ondes de graisse là, qui s'arrêtent. Puis c'est là que c'est délicat de la blessure. Un claquage arrive si vite, là. Puis, mais, en tout cas, moi, mon truc, c'est que je laissais de côté la programmation officielle, je revenais à la base, tranquille, je remontais la confiance. Exemple, mettons, un athlète, on avait des séries à faire, à chronométrer.
Ouais. Puis je me rappelle, il y avait un athlète, là, que ça marchait pas, là. Elle était dans une léthargie, là. Puis je lui demandais des 200 mètres, mettons, en 32 secondes. Donne un exemple. Puis elle rentrait tout le temps 33. Puis moi, je disais 31,8. Ah, c'est ça. Là, elle rentrait encore 32,8. Là, je disais 31,7. C'est beau, lâche pas, ça va bien. Mais c'est ça. c'était juste pour leur faire sa C'est confiance. placebo, hein. Mais je suis d'accord avec le fait de revenir à la base, à l'inverse de vouloir essayer de tout changer, puis de perfectionner, puis de comment s'enfoncer encore plus. Là. Justement, encore, on parle d'avoir une impression de contrôle, de dire, OK, ben là, si on essaie de tout fixer ces problèmes-là, mais qu'au final, la seule solution, c'est de revenir à l'essentiel, puis de se remettre au neutre. Ouais. Benoît, est-ce que tu es dans la foule au Marathon de Montréal pour... Je me mettais... Non, pas dans... Ben, quand je suivais mes athlètes, là, qui couraient le Marathon de Montréal, moi, j'étais en bicyclette, mais j'avais mes spots, je les prenais aux 10 km, au 21,1, puis après ça, je les prenais au 39e. Okay. 42 km, un marathon, là. Ouais. Puis je les prenais là, puis après ça, au 39e, les 3 derniers n'ont pas besoin de moi, là. Les temps de passage, c'est trop tard. Ouais. C'est quoi vos inspirations en tant que coaching, puis en tant qu'athlète ou coaching? Vos inspirations, y a-tu dans l'air, là, en 2026, y a-tu des athlètes ou des coachs un peu partout dans le monde qui vous inspirent? Qui m'inspirent? Ouais. Là, je suis moins connecté présentement, là, mais il y a c'est derrière tout athlète, il y a des entraîneurs. Là. Ouais. Je les connais peut-être un peu moins, là, mais dans mon temps, j'aime pas ça dire ça dans mon temps, là, mais j'ai été influencé, moi, par un nommé Stan Long, un Anglais. OK. Un jour, il était pas mal plus vieux que moi, là. Puis un jour, j'étais dans un championnat du monde de cross-country, là, en Angleterre. J'avais apporté mes programmes d'entraînement. Puis lui, il a formé les médaillés olympiques à Montréal, même aussi. Puis là, j'avais demandé de regarder le programme d'entraînement. Puis là, il m'avait dit, ça c'est correct, fais attention à ça. Ah ça, ouais? Fais attention à ça. Étiez-vous d'accord avec ce qu'il disait? Ben là, il a coaché des médaillés, il fallait bien que je sois d'accord, là, tu sais, j'étais un jeune entraîneur. Ouais. Puis à un moment donné, il a fermé ça, puis il a fermé le sien aussi. Puis là, il me dit, la chose la plus importante, oublie pas ça, c'est la relation que tu développes avec tes athlètes. Absolument. Parce que s'ils achètent ce que tu préconises, ça va bien aller. Okay. S'ils l'achètent pas, tu vas avoir les plus beaux programmes au monde, là, marche pas. Okay. Je suis d'accord avec ça. C'est vraiment la confiance avec un entraîneur. Puis c'est à chaque des 3 entraîneurs que je parle, je pense que c'est ça un peu qui, des fois, peut déterminer si c'est l'heure de quitter ou d'aller voir ailleurs, entre guillemets. Mais jusqu'à ces moments-là, j'avais toujours une confiance à 100%. Puis même que j'avais des athlètes, d'autres gens qui me demandaient « Fais-tu confiance à ton entraîneur? » Puis moi, c'était oui. C'était même pas une question. Là. Mais tu sais, après, de réaliser qu'il y en a que non, eux, ils n'ont pas cette confiance-là, c'est réalisé comme un peu un privilège qu'on a d'avoir cette relation-là de confiance. Ouais. Hey, c'était vraiment une belle discussion. J'en ai appris beaucoup sur la relation coach et athlète et vice-versa. Merci d'avoir j'espère j'espère que j'ai été à la hauteur. C'était vraiment intéressant. Oui. OK, merci Marie-Louise. Merci Ben. OK, ça m'a fait plaisir.